Good afternoon to our distinguished panelists. Bonjour, bonsoir à tous les intervenants ainsi qu'à tous les participants qui nous se joignent à cet appel partout dans le monde. Soyez les bienvenus à cette session sur exploiter la loi sur l'écocide pour lutter contre la criminalité environnementale en Afrique. Je suis Nomasango Masaye Moyo et je vais être la facilitatrice de la réunion, donc de cette discussion cruciale. Avec nous, nous avons James Gundy, expert en droit environnemental et en politique, et il est également le coordinateur de haut niveau d'Ecocide International. Le webinaire d'aujourd'hui est accueilli par Stop Ecocide Afrique et par des experts environnementaux du plaidoyer qui ont l'engagement de faciliter la discussion sur l'idéologie critique de l'écocide et pour trouver la route également vers la responsabilité, vers la promotion de la transparence par rapport à la gouvernance environnementale. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la vulnérabilité de l'Afrique face à la crise climatique. Ce continent fait face à des challenges uniques exacerbés par le changement climatique, y compris des inondations, des sécheresses, des incendies et d'autres menaces pour la biodiversité, avec un rapport qui dit que les combustibles fossiles vont augmenter dans leur consommation au cours des prochaines années. Il faut faire quelque chose. Parmi ces défis, il y a de grandes opportunités pour des solutions innovantes qui poussent le besoin d'une justice environnementale. Une solution potentielle est en train de gagner de l'inertie tout en regagnant également la responsabilité, la transparence au niveau des gouvernements. Et c'est là que nous faisons notre campagne dans Ecocide. Et nous allons explorer ces aspects de façon plus approfondie. Nous verrons comment améliorer la responsabilité, le rendement de compte, la transparence, tout ceci afin d'amener à une société africaine plus équitable avec l'écologie qui soit placée en priorité parmi d'autres aspirations. L'interprétation vers le français est disponible aujourd'hui. Vous devez tout simplement cliquer sur le globe que vous voyez en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Il y a également une rubrique pour les questions. Vous pouvez donc les adresser à nous au cours des présentations et il y aura au cours du webinaire l'opportunité d'y répondre. Je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints. C'est à vous, James. Merci Noma pour cette présentation très directe, pour cette réunion tellement importante par rapport à la loi sur l'écocide dans le contexte africain. Ce que nous souhaitons dire et ce que nous souhaitons discuter aujourd'hui, c'est que la loi sur l'écocide en tant que concept est quelque chose d'assez nouveau pour le Sud global et pour l'Afrique en particulier. Nous avons eu beaucoup de succès en Amérique latine, en Europe et dans d'autres endroits par rapport au fait de répandre ce concept d'écocide et ce que cela signifie et ce que l'on cherche à accomplir. Le contexte, c'est que l'Afrique souffre le grand fardeau de la pollution à partir d'activités qui endommagent l'environnement et qui mettent en péril la biodiversité. Nous avons un grand patrimoine de biodiversité en Afrique, c'est-à-dire que c'est à nous également, c'est nous qui subissons les effets nocifs des activités qui nuisent à l'environnement. Ce que l'on souhaite faire, c'est au-delà d'adapter et de mitiger, nous souhaitons également introduire un autre niveau de dissuasion par le biais de la loi sur l'écocide, par le biais de la criminalité et en rendant l'écocide un crime contre l'environnement au niveau du droit pénal. Et c'est une approche très innovante et comme Jojo Metta le dit, c'est un garde-fou, c'est une façon de s'assurer que nous limitons par le droit pénal les dommages environnementaux et donc les personnes qui commettent ces dommages. En Afrique, nous sommes rejoints aujourd'hui par des personnes qui viennent de partout en Afrique, par Natural Justice. Nous avons également des représentants de différentes organisations, des décideurs politiques de partout sur la planète et surtout en Afrique. Et nous souhaitons démarrer cette conversation et
Maintenant, je souhaite vous présenter Jojo Mehta, qui est la fondatrice et la directrice de Stop Ecocide International et qui va nous décrire l'histoire, qui va nous mettre en scène sur l'historique et sur ce que Stop Ecocide International a fait partout dans le monde et elle va également suggérer ce que l'on pourrait faire en Afrique. Soyez la bienvenue, Jojo. Merci, merci beaucoup. Et donc, je vous salue à toutes et à tous. Je vous remercie de cette opportunité. C'est un privilège d'aborder ce sujet en si illustre compagnie. Stop Ecocide International est une organisation de plaidoyer experte ayant un objectif, celui d'engager le gouvernement vers la reconnaissance de l'écocide comme crime international. Nous soulignons son potentiel pour dissuader les pratiques destructrices, protéger les écosystèmes vitaux et catalyser un changement positif. Nous aidons à réunir et à cartographier les collaborations diplomatiques et les progrès vers l'adoption de cette loi. En 2021, un groupe d'experts indépendants qui avait été convoqué par notre fondation bénévole a proposé une définition de l'écocide. Il s'agit des actes illégaux ou gratuits commis en sachant qu'il existe une forte probabilité que ces actes causent des dommages graves, étendus et à long terme à l'environnement. Cela pourrait remédier de manière contraignante des dommages comme la pollution chimique grave, les marées noires, les dommages massifs aux écosystèmes comme les forêts, les océans, les mangroves. Et cela a déclenché des développements législatifs, des propositions de loi partout dans le monde au cours des 3 dernières années. Pourquoi cette loi retient-elle tellement d'attention? N'y a-t-il pas d'autres lois environnementales? En fait, il y en a, mais elles relèvent de la sphère réglementaire plutôt que de la sphère pénale. Elles sont mal suivies, mal contrôlées, mal appliquées. Alors nous, on s'est consacré à cette initiative de la loi sur l'écocide parce que nous pensons que le fait de reconnaître les pires dommages, cela va faire une énorme différence, les reconnaître comme crimes. Si les décideurs savent que les violations causent aussi des dommages graves, cela pourrait entraîner une responsabilité pénale et avoir un effet de dissuasion. Ça aurait un effet transformateur sur la planification et l'élaboration des politiques. Ça permettrait également aux investisseurs et aux sociétés extractives d'être responsables. Ça aiderait également à aborder un état d'esprit qui s'est développé au fil des siècles. C'est l'état d'esprit qu'a produit la révolution industrielle dans mon pays, au Royaume-Uni. Un état d'esprit qui considère que le monde est une banque de ressources qui peut être exploitée. En particulier dans les pays où ces ressources naturelles sont abondantes, cette banque de ressources inclut également les populations. La destruction systématique de la nature et les infractions des droits de l'homme sont des conséquences logiques de cette approche acquisitive et coloniale. Ceci nous a conduit à une situation de crise profonde. Et même ceux qui ont profité de tout cela ne peuvent plus l'ignorer. La loi sur l'écocide nous donne l'opportunité de nous rééquilibrer. Quand nous qualifions l'écocide de crime grave international, nous disons que c'est mauvais et que c'est incorrect de détruire la nature. Et c'est aussi grave que de détruire les êtres humains, parce que finalement, il s'agit de la même chose. Nous pensons que cette loi va demander des comptes à ceux qui échouent et à parvenir à cette compréhension, et non seulement les gens ordinaires, mais les personnes clés. Cette conversation progresse rapidement dans les juridictions individuelles, de la Belgique au Brésil, au niveau régional à l'Union européenne, aussi au niveau de la Cour pénale internationale, où il y a de plus en plus d'États qui montrent de l'intérêt, du Pacifique aux Caraïbes, en passant par l'Afrique. Alors, ce webinaire est une occasion pour explorer les divers aspects juridiques et culturels, alors que les discussions prennent de l'ampleur au niveau mondial. D'après mon expérience, je suis convaincue que cette conversation d'aujourd'hui va stimuler des questions et des actions positives. Alors, je suis impatiente d'entendre nos panélistes distingués. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jojo.
pour cette introduction impressionnante sur la loi de l'écocide et ce que la Fondation Stop Ecocide a fait depuis des années. Je pense que vraiment, ça nous met en scène. Je souhaite maintenant inviter le juge Monsieur Ben Mahfoud, Haïkel Ben Mahfoud de la Tunisie, mais également membre de la Cour pénale internationale, qui a différents rôles académiques, y compris la publication d'un livre qui s'intitule L'environnement, la loi environnementale internationale, le droit environnemental international. C'est un juge qui est passionné par le concept d'écocide. Nous avons tenu des discussions à ce sujet depuis très longtemps. Soyez le bienvenu, juge Haïkel. Merci beaucoup. Et merci pour cette invitation. Je suis très content de faire partie de ce webinaire. Ceci correspond également au début de ma prise de position au sein du CPI et c'est mon premier événement public. Donc voilà, je suis très content de participer. Nous avons tenu différentes conversations à ce sujet au cours de la campagne quand il y a eu cet événement parallèle afin de promouvoir le concept d'écocide et la criminalisation d'écocide en tant que crime. Je souhaite commencer et voilà, je vais revenir vers ce sujet. Nous avons vu une augmentation de l'intensité de ces dommages massifs à l'environnement, des événements planétaires, et ceci a eu un impact significatif, comme cela a été dit. Et nous savons que ceci a fait l'objet de beaucoup de préoccupations. Il y a des réglementations qui ont été violées, infringées, et nous savons que ceci a causé des dommages à l'environnement, à différentes espèces, et tout ceci se produit malgré l'existence de lois environnementales et qui sont censées protéger notre bien-être. C'est-à-dire que nous devons reconnaître l'écocide en tant que cinquième crime contre l'humanité. Et nous devons le reconnaître et nous devons savoir que l'objectif est de protéger la nature. Nous parlons de protéger la nature en soi, non seulement. Excusez-nous pour cette interruption. Nous disions que il y a eu des infractions contre l'environnement et donc, nous avons lancé l'initiative de considérer l'écocide comme un crime international, au même niveau que le génocide et que les crimes contre l'humanité. Ceci reprendrait la gravité de ce crime. Il s'agit d'un défi significatif. Dans le cadre du statut de Rome, le crime de l'écocide serait ainsi poursuivi sous le droit pénal international. La question, c'est comment le cadre du CPI, comment le cadre du droit pénal international peut être effectivement appliqué par rapport aux entités qui sont impliquées dans ces dommages contre l'environnement et comment renforcer le mécanisme pour appliquer la loi sur l'écocide.
au niveau des différentes agences environnementales également. Alors, très rapidement, vu que nous n'avons pas trop de temps, nous avons également examiné la juridiction, nous avons examiné les amendements qui seraient nécessaires par rapport au statut de Rome et nous avons également considéré les offenses contre l'environnement et qui existent déjà dans le droit environnemental. Et tout ceci afin de reconnaître les principes fondamentaux qui parlent des dommages fondamentaux contre l'environnement. Et en plus de tout cela, nous devons aller au-delà du mouvement de la justice environnementale et adopter une approche bien plus ample au niveau international. Et tout ceci considère les rôles qu'il faut jouer et les différentes approches à tenir. C'est-à-dire, si nous devons amender le statut de Rome ou bien adopter un autre traité ou convention internationale ayant comme objet l'écocide. Il y a différents amendements, en fait, qui seraient ajoutés au statut de Rome, au préambule. Et très rapidement, dernier point que je souhaite citer, c'est pour répondre à la question sur la possibilité de prévenir la répression et d'examiner les cas d'écocide sur la base de comment la criminalité est définie, sur la base de comment ce crime serait défini. Je pense que le concept d'écocide va au-delà de sa définition et cela demande une clarté légale, l'engagement international et une application efficace. Et pour servir à ces objectifs, il est crucial d'établir la justice environnementale et de définir l'écocide par deux points. Tout d'abord, il faut lier l'écocide à la justice environnementale et vraiment appliquer la protection et les droits des communautés indépendamment de ceux qui seraient affectés par les dommages environnementaux. Et il faut également aligner l'écocide au principe de la justice environnementale et s'assurer que les communautés vulnérables ne sont pas improportionnellement concernés par ces crimes. C'est-à-dire, l'idée, c'est de comprendre que l'écocide est non seulement un crime contre l'environnement, c'est une offense, un crime contre les droits humains et contre la justice. Plus tard, au cours de la conversation et de la discussion, je pourrais rajouter plus de substance par rapport à la perspective africaine sur comment intégrer l'écocide dans le cadre légal régional africain. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour ces soucis techniques au cours de la présentation. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, juge Heikel. Nous reviendrons vers vous plus tard. Merci, merci, juge Heikel. C'est vrai, l'écocide n'est pas seulement un souci environnemental, c'est vraiment un souci qui a trait aux droits humains, aux droits de l'homme dans toute leur intégralité. Vous avez très bien résumé ce que nous avons, enfin le fruit de nos discussions et l'écocide, cette définition, ces discussions du contexte légal qui sont tellement importantes et qui nous permettent de reconnaître avec une certitude absolue et une clarté absolue ce qui appartient ou non à quel domaine. Et tout ceci, par conséquent,
permet que différents praticiens et juristes utilisent des mécanismes de la façon la plus appropriée, tenant compte de cette définition. Maintenant, je vais vous présenter le docteur Nimo Bassey. Nimo Bassey est un architecte nigérian et un activiste environnemental, auteur et poète également, et qui s'est joint à nous depuis 2008 et jusqu'en 2012. Il a été activiste environnemental. Il a également été l'un des héros du Time Magazine. Et Nemo Bassey a été nommé avocat. Il a reçu de nombreux prix. Il a également reçu le doctorat de l'Université de York en Angleterre en 2019 et il détient un poste au niveau du conseil consultatif de Mother Earth Foundation, une organisation de plaidoyer. Alors, nous accueillons et nous donnons la bienvenue à cette plateforme au docteur Nemo Bassey. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup d'avoir décrit qui je suis. Et merci également de m'avoir invité. Et merci de m'avoir invité à participer à cette discussion. L'idée de la loi sur l'écocide, c'est quelque chose qui m'a interpellée depuis plusieurs années en tant qu'activiste de la justice environnementale. Des fois, il paraîtrait qu'il n'y a pas d'issue, qu'il faut vraiment s'agripper à ce concept. En fait, la loi sur l'écocide, quand elle sera en application, pour moi, c'est une plateforme qui va permettre que toutes les personnes qui causent des dommages à la planète, eh bien, qu'elles soient donc poursuivies sous la loi sur l'écocide. C'est vraiment ce qui me remplit d'espoir parce que en ce moment, il se produit de l'exploitation et de la destruction à partir des activités minières, de l'extraction du pétrole, du gaz, tout ceci, des fois, sans aucune vérification et sans que les leaders s'en inquiètent parce que il y a donc ces activités destructives. Les pays rêvent de richesse, d'une bonne vie et de ce fait, on émet et on exploite l'environnement. Alors, la loi sur l'écocide vient à la rescousse et nous permet de savoir que nous ne pouvons pas continuer de la même façon sans conséquences. Et il va falloir donc amener vers la justice et faire que les personnes qui se cachent derrière ces corporations donc rendent des comptes. J'ai visité de nombreux pays où des activités destructives sont produites. Je voudrais vous donner quelques exemples et vous décrire certaines situations qui entraient vraiment à chaque personne sur la planète parce que tous ces dommages sont connectés et ça a des effets sur tout le monde. Je pourrais commencer au Sénégal. Le Sénégal étant un pays où, voilà, j'ai parlé avec des personnes dans ce pays, des jeunes leaders, et c'est vraiment un pays qui me tient à cœur. Et nous avons donc ce patrimoine d'exploitation de pétrole et de gaz. Et récemment, on a vu au Sénégal une plateforme à côté de la rive et on ne peut pas maintenir la pêche qui se produit là-bas. Il y a beaucoup de pollution à cause des activités d'extraction de gaz et du pétrole. Nous avons le
le Delta, une région dans le Sénégal, en Afrique, et c'est une région qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est un site patrimoine de l'UNESCO et nous avons des activités dans ce delta et dans le delta du Niger. Eh bien, c'est un delta et aussi en Namibie, à Yokobango, il y a une zone où les communautés dépendent de l'environnement et ces communautés se voient menacées par l'extraction et l'exploitation du pétrole dans toutes ces régions que j'ai citées. En Ouganda, eh bien, nous avons également une région où le pétrole cru est extrait également dans une zone protégée. Alors, quand ces activités ont lieu, c'est vraiment l'idée du manque de respect de l'environnement, de la protection nationale, de ce patrimoine. Enfin, tout ceci n'est pas respecté à cause de cet extractivisme. Le problème avec cette idée en Ouganda, c'est que ce conduit de pétrole qui va d'Ouganda vers la Tanzanie, eh bien, il y a des ressources qui sont toujours extraites pour leur exportation. C'est l'exportation, donc, à travers ces oléoducs, et tout ceci cause des problèmes pour les personnes. Et il y a cet oléoduc qui va vers la Tanzanie et qui va à l'ouest, à la rive, vers la rive du lac Victoria, et ceci cause de la pollution de l'eau. Ceci menace en fait l'eau du lac qui peut être polluée, et bien sûr ceci menace les communautés qui vivent donc de cet approvisionnement d'eau. Nous pourrions également parler de la République démocratique du Congo. Le Congo vit une situation de conflit. Depuis le début, il y a la situation de Lumumba et enfin, ceci vient de temps précoloniaux. Nous avons des matières premières qui sont extraites et on produit un dommage, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune application de la loi par rapport à la protection de l'environnement. Alors, cette zone-là serait également un modèle très pratique. Si vous voulez vraiment étudier l'écocide en action, c'est ce que l'on retrouve dans la région. Et maintenant, je me tourne vers chez moi, vers Nigeria, et on a décrit que j'étais activiste. J'ai participé à différentes campagnes pour la défense des populations et nous avons donc participé avec d'autres leaders. En 2011, le Programme des Nations Unies sur l'environnement a produit un rapport sur l'évaluation de l'environnement et ce programme a confirmé que les eaux et les terres étaient contaminées, étaient polluées, le sol était pollué jusqu'à une profondeur de 5 mètres. On parle également de versement de pétrole dans différentes zones humides, et également la pollution par le gaz de l'air dans toute la région. Et il y a un nouveau rapport qui a été produit l'année dernière par la Commission environnementale au Niger qui montre qu'il y a donc cette pollution. C'est-à-dire que toute la région a ce niveau de pollution. Les corps d'eau sont pollués. Vous pouvez le voir physiquement, vous pouvez voir cette pollution. Vous pouvez voir que la pêche est détruite. Les populations ne peuvent pas vivre de la pêche. Ainsi, l'espérance de vie chute à 41 ans. L'espérance de vie des personnes. Et tout ceci parce que personne ne rend compte de cette pollution.
Alors, des fois, on accepte ces dommages et des fois, il y a des entreprises qui payent pour compenser pour les dommages causés. C'est-à-dire que ExxonMobil, les grandes corporations payent pour pouvoir poursuivre leurs activités et des fois, elles vont vers des eaux plus profondes. Mais le versement de pétrole et les dommages qui ont été causés depuis 60 ans, eh bien, personne ne rend de compte par rapport à cela. Même si certaines entreprises ont abandonné les puits de pétrole, il n'y a pas d'intention de restaurer l'environnement ou de conduire différentes évaluations pour voir l'étendue des dommages. Il n'y a pas d'intention de réparation. Et tout ceci leur permet à ces entreprises d'aller au-delà, d'aller ailleurs et de reproduire la situation. C'est-à-dire que ces entreprises ne sont pas du tout ne se rendent pas responsables de la situation. Et nous avons des personnes qui vivent dans un milieu qui les tue. Et c'est vraiment quelque chose qui nous paraît absolument inacceptable. Par conséquent, la loi sur l'écocide nous permettrait d'avoir un outil, une plateforme afin de dire, voilà, vous nous avez tués pendant des années, vous nous avez pollués pendant des années. Maintenant, quoi que vous faites, on va vous demander de réparer ces dommages, on va vous demander de rendre des comptes. Alors, moi, je suis impatient d'avoir cette loi. Par rapport au système légal international, eh bien, le problème, c'est qu'il y a des pays qui ne respectent pas du tout la loi, qui sont hors la loi, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Et vraiment, il faut faire appliquer la loi indépendamment des limites et des frontières. Et parce que cette loi, c'est quelque chose qui pourrait nous aider tous. Alors, je pense que c'est très important d'avoir cette loi et de montrer que, et voilà, nous sommes engagés pour que ceci se produise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nimo Bessi. Merci pour cette description qui nous montre comment l'écocide est présent dans le contexte africain et voilà le nombre de problèmes vraiment graves et de ces impacts que vous avez vécus à cause de l'expansion des combustibles fossiles dans le continent. Maintenant, compte tenu du temps, je vais présenter le prochain intervenant très rapidement. C'est Monsieur Lucien Limaché qui est le responsable qui va nous décrire les lois environnementales depuis la perspective pénale dans le continent. Commencer ma présentation. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier pour avoir accueilli cette réunion sur un sujet tellement important qui fait l'objet de discussions internationales et aussi dans le continent africain. Nous nous sommes intéressés à ce qui se passe dans différents pays à partir du point de vue pénal. Sur 13 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est une zone très riche, très diverse, avec au niveau des communautés, de la culture, des traditions. Nous avons un quart des espèces animales, nous avons 65% des terres fertiles, nous avons 10% des ressources d'eau potable disponibles. L'Afrique est reconnue comme l'un des continents les plus beaux et il y a également beaucoup de sites de patrimoine naturel d'une richesse impressionnante. L'Afrique détient 8% des réserves de gaz, 20% de réserves pour le pétrole. Nous avons l'exploitation du pétrole. Et Nimo l'a dit, nous avons également ces oléoducs qui sont très importants. Et
On a fait référence à cet oléoduc d'Ouganda vers la Tanzanie. Comme résultat de tout cela, eh bien, l'Afrique est un continent incroyablement riche. Et je crois que quand on voit ce qui s'est passé, nous avons vu la corruption des mines, des sols, et nous avons vu la perpétration de véritables crimes, des crimes environnementaux. Conformément au programme des Nations Unies sur l'environnement, nous avons les crimes environnementaux qui sont encore une forme de crime contre l'humanité, comme le trafic humain. Et nous avons l'Afrique qui n'est pas tenue responsable. Personne en Afrique n'est tenu responsable pour ces crimes. Nous avons des flux illicites et une énorme quantité d'argent qui vient de la minerie illicite, la perte de biodiversité, et nous avons une application de la loi qui ne rend pas donc responsables les pays, par exemple, de ce qui se passe dans le delta du Niger. Et tout ceci place l'Afrique dans une position où nous avons des millions d'hectares de biodiversité qui sont perdus, les eaux qui sont polluées, et nous avons également différents types de communautés qui sont absolument dévastées par tout cela. L'Afrique est l'un des pays l'un des continents les plus pauvres, et tout ceci malgré les ressources. Si l'on continuera à opérer à ce niveau, l'Afrique aura un impact à subir au niveau de la faim et de la pauvreté extrême. Le premier développement de la loi environnementale en Afrique, c'était par le biais de la conférence à Berlin et la Convention de Londres. Nous avons la préservation de la faune et de la vie sauvage et l'environnement. Et seulement quand cette convention a été signée en 1969 et avec ce séminaire de 1971 en anticipation avec la conférence de Stockholm des Nations Unies, seulement alors ce sujet a commencé à être exploré. Comment tout ceci a été développé dans le continent africain? Eh bien, nous avons l'application de la loi sur 54 pays, la loi pénale internationale. Et il y avait des crimes, les crimes verts, c'est-à-dire la perte de la flore et la faune. Quand des communautés subissaient les effets, plutôt que de se centrer sur ce que les corporations faisaient contre les différentes communautés. Il y avait différentes lois environnementales qui avaient été considérées aussi dans d'autres pays en dehors de l'Afrique. Mais heureusement, l'application de la loi a changé depuis 1990, ce qui est la deuxième phase du développement du droit environnemental en Afrique. La plupart des pays ont maintenant des lois qui connectent des problèmes environnementaux, perte de diversité, pollution, la définition également du développement durable et les risques contre l'humanité en Afrique. C'est-à-dire tout ceci pour permettre une meilleure gestion de l'environnement et de la planète, et tout ceci également pour lier ces problèmes au principe de précaution, le principe de la justice environnementale et le principe de celui qui pollue paye. Toutes ces lois sont incorporées dans différentes clauses environnementales et afin d'éviter la violation de ces lois. En Afrique, il y a 3 types de crimes environnementaux qui peuvent être poursuivis, des crimes qui portent sur la destruction de forêts ou les opérations d'exploitation, également les crimes contre l'eau, et même s'il y a eu un engouement pour développer le droit environnemental, il y a encore des problèmes pour poursuivre les crimes liés à la dégradation de l'environnement. Comme Nimo l'a dit,
Il y a encore aujourd'hui des cas de mise en justice et il y a encore beaucoup de changements à faire à ce niveau. Il y a peut-être une poignée de cas dans chaque juridiction et peut-être que j'exagère encore hein, de corporations qui sont poursuivies pour leurs dommages à l'environnement. Donc, il y a aussi très peu de financement pour rendre les entreprises responsables. Nous savons que les États financent des campagnes et qu'ils fournissent du soutien à différentes entreprises. Alors, ceci rend très, très difficile de suivre en justice ceux qui sont responsables. Il n'y a pas suffisamment de ressources afin de produire de l'évidence. Et il est très difficile de prouver, donc d'obtenir cette évidence et de la présenter devant les tribunaux. Il y a aussi un problème de priorisation. Il y a certaines juridictions en Afrique qui n'ont pas la capacité de comprendre et d'aborder les cas et de permettre que les entreprises se rendent responsables. Tout ceci requiert beaucoup d'évidence secondaire et ça requiert également une grande quantité d'expertise afin de prouver que ces dommages se sont produits. Et le fardeau, la charge de la preuve est tellement forte que voilà, il faut produire cette évidence et c'est très difficile et ceci ne permet pas que les défendeurs puissent s'en sortir. Donc, nous avons, par exemple, dans chaque pays, 2 ou 3 experts pour l'accusation contre des dizaines d'experts qui disent justement le contraire. Alors, c'est très difficile de rendre les grandes corporations responsables. Et puis, après, si on s'intéresse, par exemple, à l'Afrique du Sud, il y a différents cas où des organisations ont été rendues responsables, mais la plupart des fois, elles s'en sont tirées et voilà, une petite amende a été payée et puis ensuite elles peuvent continuer à faire leurs opérations de dégradation de l'environnement. Où est-ce que ceci nous amène? Eh bien, nous avons des personnes qui ont été très créatives pour éviter les effets sur les corporations. Nous avons des cas de poursuites dans différentes juridictions, aussi bien en Afrique qu'en dehors. Il y a eu des cas de dégradation environnementale en Zambie et les entreprises n'ont pas été rendues responsables. Il y a eu également des entreprises en Angleterre, aux Pays-Bas, et nous savons également la loi de vigilance qui n'a pas été appliquée. Et nous avons donc des tribunaux français qui n'ont pas réussi à démontrer l'impact sur les communautés des transgressions de la loi. Nous avons également des mécanismes de résolution des litiges qui n'ont pas été suffisamment efficaces. Mais heureusement, il y a un petit peu d'espoir. Depuis 2020, nous avons vu les gouvernements africains qui poursuivent de plus en plus les corporations, même les gouvernements, pour s'assurer que ces crimes sont poursuivis. Il y a certaines corporations qui ont fait l'objet de poursuites pénales et nous avons également des praticiens qui ont été poursuivis pour leur participation dans ces crimes. Les tribunaux régionaux tentent de rendre les pays responsables pour la dégradation de l'environnement. Nous avons eu un cas récent et nous avons un cas fameux également à la Cour de justice. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nimo dit. Les gouvernements n'ont pas agi suffisamment pour appliquer la loi. Et bien sûr, l'impact et la destruction augmentent et donc, nous avons besoin d'un changement radical. Et je pense vraiment que cette campagne de la loi sur l'écocide pour amener à ce changement serait vraiment un pilier crucial que l'on pourrait utiliser dans le continent africain afin de produire notre biodiversité tellement sensible et de protéger notre continent. Merci.
Merci Lucien pour cette réflexion, cette présentation très incisive avec des précisions, avec des statistiques sur les dommages causés contre l'environnement en Afrique et dans les différents pays. Je souhaite vous présenter maintenant le Dr Chileng Nwape, qui est un conseiller juriste dans le département des ressources naturelles du secrétariat. Il connaît également les sentences environnementales et il a également un diplôme en droit de l'Université de Columbia. Soyez le bienvenu, Dr. Chilenge. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui m'ont invité. Moi, j'ai l'espoir qu'un jour, nous ayons donc ce crime de l'écocide défini dans le droit international. Ce concept de la loi sur l'écocide a fait l'objet de discussions depuis longtemps. Mais moi, j'ai fait de la recherche dans la littérature et je n'ai pas pu trouver le type de punition qui serait requis pour l'application de la loi sur l'écocide. Alors, j'ai décidé d'approfondir à ce sujet et j'ai fait des sentences environnementales au niveau national. Je vais maintenant couvrir 3 questions. La première, discuter pourquoi l'écocide doit être puni et créer donc des sentences et jugements viables pour l'écocide. Et aussi, enfin, je vais m'intéresser à comment ceci a été appliqué dans différents États et comment on peut aborder l'unicité de l'écocide en tant que crime. Nous sommes en train de parler de punition parce que l'écocide est unique, ce n'est pas comme d'autres crimes et son unicité vient du fait que les victimes sont variées. Il ne s'agit pas seulement d'humains qui sont des victimes ou alors seulement de l'environnement ou de mammifères. Tous ensemble sont des victimes de l'écocide. Alors si l'on pense à cela, il faut ajuster le crime. Et je pense que la nature unique de l'écocide doit être prise en compte quand il s'agit de définir les pénalités, les punitions. On pourrait parler d'amende, de prison, suivant le crime en question. Il faut un régime de pénalité unique pour l'écocide, donc qui corresponde à la nature de l'offense, du crime. Alors, nous avons besoin d'une punition qui soit en correspondance avec le crime. Il faut également penser donc au fait qu'il y a déjà trop de personnes en prison et des fois, il y a des manières de punir ou de pénaliser qui sont plus efficaces que la prison. Une personne qui a détruit l'environnement, eh bien, pour concevoir la punition, il faudrait pouvoir faire que cette personne cause des remèdes ou provoque des remèdes ou des solutions aux dommages qu'elle a causés. C'est-à-dire les personnes qui ont produit ces dommages devraient recevoir l'opportunité de compenser cela. D'après ma recherche, j'ai approfondi sur le concept d'un jugement créatif, d'une sentence créative. Donc, pour m'intéresser aux pénalités, la sentence créative est un concept qui n'est pas nouveau. Cela a été utilisé dans différents aspects du droit pénal, surtout par rapport aux jeunes, aux crimes commis par des jeunes. Et là, on pourrait fournir un type de sentence créative
Mais une sentence créative est traditionnellement vue comme une sentence, un jugement ou une partie d'un jugement qui ne tient pas compte d'amende ou d'emprisonnement. Les amendes et les emprisonnements ou les sanctions financières, les sanctions de prison sont traditionnelles. Mais il faudrait là trouver quelque chose au-delà de ces sentences traditionnelles. Les sanctions financières, c'est des sanctions qui seraient, dans ce cas-là, appliquées de façon créative afin de voir comment les dommages causés peuvent être réparés. Et puis aussi, au niveau de la sentence créative, il faut que l'offendeur puisse réparer, et ceci doit être également analysé de façon individuelle, c'est-à-dire que le juge a un rôle très important à jouer. Le juge doit considérer d'autres formes de punition et dans ce contexte, le juge se doit d'être créatif afin de trouver une sentence, un jugement approprié à imposer à l'offendeur. Dans de nombreuses juridictions, Canada, Australie, Brésil, les sentences créatives ont été populaires, surtout par rapport à des crimes environnementaux. J'ai révisé la littérature de ces pays et la législation pénale également dans ces pays et j'ai identifié un certain nombre de sentences créatives qui se sont appliquées dans ces pays, parmi lesquelles nous trouvons le mandat de l'offendeur de créer un bénéfice à la communauté qui l'a préalablement offensé. Les amendes ainsi seraient canalisées au bénéfice de la communauté qui aurait subi les effets de l'offense. C'est-à-dire tout ceci donc pour soutenir une rémédiation environnementale ou bien pour remédier ou compenser les maladies qui auraient été causées par ce crime environnemental. C'est un cas classique dans lequel les sentences créatives pourraient être appliquées. Alors, au lieu de dire aux criminels de payer des millions de dollars, par exemple, eh bien, le juge pourrait, par une sentence créative, développer un programme pour remédier aux maladies causées ou pour promouvoir la recherche afin d'arriver à une protection environnementale de la communauté qui a été concernée par le crime. Les sentences créatives, donc, seraient ainsi associées à la recherche. Et bien sûr, les crimes qui qualifient comme écocide sont très difficiles à enquêter, ainsi que les individus qui ont la capacité de commettre ces crimes. C'est très difficile d'enquêter par rapport à cela. Et c'est également très, très cher de faire des investigations et des enquêtes par rapport à ces crimes. Alors, les sentences de jugement pourraient également compenser les coûts de ces investigations. Et aussi, on pourrait penser à la mise en place, par exemple, d'un centre de recyclage. C'est-à-dire qu'il faudrait donc soutenir des activités pour remédier au crime qui a été causé. Une autre des beautés des sentences créatives, c'est que ces sentences ne sont pas traditionnelles. Il peut y avoir des emprisonnements et des sanctions économiques, mais ceci n'est pas exclusif. C'est-à-dire que
Le criminel peut être mis en prison, mais aussi peut devoir payer une compensation afin de mitiger pour les dommages causés. C'est-à-dire que je pense que ces sentences créatives qui ont été utilisées au Canada, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, il n'y a pas eu tellement de cas. Ma recherche n'a pas fourni de résultats consistants. Mais au Canada, la sentence créative est bien utilisée, en Australie, au Brésil. Et j'ai également un autre commentaire et un article d'ailleurs qui sera publié avant la fin de l'année et qui s'intéresse à l'utilisation des sentences créatives par rapport à la situation environnementale du Nigeria, aux lois environnementales existantes et l'incident sur le versement de matériel toxique au Nigeria. Alors, j'ai vérifié les lois et les dispositions pénales. Alors, ce que le co-auteur et moi-même de cet article avons fait, c'est que nous avons évalué les différentes sentences afin d'amener un plus grand développement durable. En Nigeria, nous avons vu comment les sentences pourraient mieux être utilisées afin d'aborder le crime d'écocide. Et ce que j'ai fait également, c'est de voir le droit international, les différents statuts des cours pénales, et il y a de la marge pour des jugements créatifs. Mais le pouvoir qui est donné au juge n'est pas suffisant pour que le juge puisse imposer des jugements créatifs par rapport à l'écocide dans ce cadre-là. Les mises en prison, l'emprisonnement peut être une option. Il y a également la possibilité des sanctions économiques ou d'amendes. Et le composant créatif doit être inclure la réparation pour les victimes, la restitution, la compensation. Si le crime d'écocide est adopté, je pense qu'il faut donner aux juges de la CPI, de la Cour pénale internationale, plus de marge pour considérer des sentences créatives par rapport aux offenses et aux crimes d'écocide. La réparation des victimes, la restitution, la compensation, tout ceci est bien, mais alors les victimes doivent aussi redéfinir et on doit redresser la nature, l'environnement. C'est ce qui vient à manquer dans le statut de Rome parce que les victimes traditionnellement sont des communautés qui sont concernées, des individus qui sont endommagés ou qui sont malades à cause des actes du criminel. Alors, il faut penser vraiment à la punition. Il est très, très important de le faire dans le cas du crime d'écocide parce que si l'on ne bénéficie pas les sociétés, eh bien, si on se limite en fait à une sentence de mise en prison, eh bien, cela ne portera pas à un bénéfice pour la communauté ou à une dissuasion. Nous avons besoin d'assurer le bénéfice pour la communauté, pour l'environnement. Alors, comment faire pour que l'environnement, qui est la victime, puisse bénéficier de la rémédiation par la sentence? Alors, c'est vraiment, pour moi, le chemin à suivre. Au fur et à mesure que l'on continue nos discussions, notre lobbying, afin de définir le crime de l'écocide dans le droit international. Il ne faut pas oublier cet aspect, autrement ce sera une opportunité ratée. Et une fois que l'on rate cette opportunité, c'est très difficile d'y revenir. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Dr. Chilene, pour cette présentation tellement incisive sur la sentence créative. Nous avons appris pas mal de choses que nous n'avions pas entendues auparavant. Maintenant, je vais passer la parole à Noma pour présenter Apollinaire. Ou alors, est-ce que Patricia est également ici?
Noma, please go ahead. Noma, allez-y. Thank you, ladies and gentlemen. I've seen Merci, that mesdames et currently messieurs. J'ai our vu time, and if you que could nous please n'avons pas trop de indulge temps. 15 more Maintenant, minutes, si we vous would pouvez greatly nous permettre appreciate 15 it. minutes de This plus, has obviously ce been a sera very vraiment très apprécié. exciting topic, and there's just so much to C'est talk un about and sujet discuss, as we've tellement heard from so many angles. intéressant et puis il y a tellement d'angles et de discussions intéressantes. Notre intervenant suivant est Apollinaire Osulio qui va nous donner le détail par rapport à la protection des peuples autochtones. Et il est le membre fondateur du collectif de la jurisprudence de la terre africaine au Bénin, président de GRAB Bénin. Et Apollinaire définit la tradition de la région et connecte les personnes avec la nature. Il a assuré la première loi sur la forêt sacrée en Afrique et il est devenu praticien de la jurisprudence de la terre. Il a commencé également à travailler avec les gardiens des sites sacrés. Apollinaire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que c'est heureux de pouvoir partager ces moments ou quelque chose qui nous concerne directement. Directement parce que qui parle d'écocide parle de cette grave destruction de l'environnement, mais aussi de nous-mêmes, parce que l'écocide fait allusion à la destruction de l'humain et de non-humain. Et c'est une problématique très croissante en Afrique. Et pour nous, les peuples autochtones, on subit directement les conséquences de cette destruction de notre mode de vie et de l'environnement. La plupart des peuples autochtones, et spécialement au Bénin, notre mode de vie et notre croyance au commencement étaient basés sur les écosystèmes. Pas de foi traditionnelle qu'on appelle vaudou, que d'aucuns ont juste dramatisé ou diabolisé juste pour nous corrompre et nous dominer. Le vaudou est basé sur les liens entre l'écosystème et l'humain, reconnaissant le droit à l'eau, le droit à l'air, le droit à la terre, le droit au feu et le droit à la forêt. Le vaudou permet de savoir que nous sommes nés pas seuls, mais nous naissons avec des animaux et des plantes. Et là, il a été mis en place ce qu'on appelle les totems. Mais aujourd'hui, détruire l'écosystème, détruire l'environnement, c'est se détruire soi-même et détruire ses ancêtres. Parce que nous croyons en tant que peuple autochtone, que ce soit du Bénin et d'ailleurs, que les morts ne sont pas morts, nos ancêtres vivent avec nous, mais dans des écosystèmes. Avant d'avoir l'idée de construire nos maisons qui sont devenues nos prisons aujourd'hui, nous vivons en liberté avec les animaux et les plantes qui nous soignaient, nous donnaient à manger, qui nous permettaient de respirer. Ça continue aujourd'hui. Malheureusement, on a commencé par détruire et je pense que la déforestation, l'exploitation minérale, l'agriculture intensive, les pollutions diverses ont pourri la vie non seulement aux non-humains, mais aussi aux humains. C'est pour cela que je dis la loi sur l'écocide est une solution potentielle pour que nous puissions déjà voir en nous-mêmes notre responsabilité vis-à-vis de la vie présente et la vie à venir. Parce que pendant longtemps, les humains ont élaboré des lois égoïstes, des lois liées à eux-mêmes, dans un esprit anthropocentrique. Tout à nous, parce que quand on parle de la biodiversité, quand on parle de l'écosystème, étant dit que nous avons connu le feu et on a commencé par construire nos prisons, je parle de nos maisons, parce qu'on ouvre la porte, on ferme la porte, on ferme la porte de nos chambres, on ferme la porte de nos entrées couchées, on vit en prison alors que les animaux sont en liberté. Quand on s'est privé de ces libertés, on a voulu détruire
ces éléments. Et aujourd'hui, l'écocide, la loi sur l'écocide serait une loi de justice qui permet aux humains de vivre et de mieux vivre, mais en même temps aux non-humains de vivre. Comme j'ai l'habitude de dire, la nature peut vivre sans les hommes, mais les hommes ne peuvent jamais vivre sans la nature. Ça veut dire que détruire la nature, non seulement détruire l'environnement, non seulement on fait mal à soi, mais on fait mal aux autres et aux non-humains qui sont les bases de notre vie. Donc aujourd'hui, travailler pour avoir vraiment une loi à l'international et dans toutes les civilisations, tous les pays sur l'écocide serait aussi pour nous, peuples autochtones, salutaire parce que ça permettra, de protéger la terre de nos ancêtres. Il n'est pas rare de voir là où il y a une connexion entre le monde visible et invisible. Le bien que nous faisons avec la nature et l'air qui circule, qu'on puisse décider un jour de réaliser des projets qui ne sont même pas durables et qu'on fait à tue-tête. Cette loi sur l'écocide permettra de fournir un cadre légal pour contester les projets de développement non durable. Parce qu'il dit de développement durable considère l'environnement, le social, l'économie, mais en même temps le spirituel qui est là, qui gouverne parce que le monde visible est dirigé par le monde invisible. La loi sur l'écocide garantirait, et moi je crois, une protection juridique pour des territoires autochtones contre les activités destructives. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et venons à nos ressources naturelles. Nous avons un lien avec les ressources naturelles. Quand vous naissez dans un peuple autochtone, je suis Tolinu, du royaume des Toli, qui va du Nigeria jusqu'au Bénin et du Bénin jusqu'au Nigeria. Dès la naissance, l'enfant reçoit des graines pour dire, tu as reçu la vie, on te donne la vie et tu sèmes, tu protèges la vie. Il reçoit des totems comme un animal. Sur mon chapeau, vous allez voir le panthère, la panthère du moins. Je n'ai pas le droit de tuer, je dois protéger ces animaux. Et si déjà, en criminalisant les activités de pollution diverses, cette loi sur l'écocide va nous permettre aussi de garder notre spiritualité, même aussi de protéger les autres non-humains pour les générations à venir. Et aussi, ça va favoriser l'utilisation durable de nos ressources parce qu'il n'y a pas de jour où il n'y a pas une biodiversité qui disparaît quelque part. Que vous soyez autochtone ou non, il y a quelque chose de grave qui se passe dans notre environnement, c'est que nous assistons de façon très passive, on voit les choses disparaître et les anciens nous disent, à notre temps, on avait eu telle espèce, alors que ces espèces sont en train de disparaître parce que les humains ont pris par là dans l'esprit de consommation anacéphalique. Nous pensons que nous pouvons tout faire alors que de 5 virus, de 5 organismes, si ça retourne contre nous, pouvait être dommage pour les humains que nous aurons. L'autre chose, je pense que la loi sur l'écocide va renforcer le droit des peuples autochtones par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs droits humains, parce que, étant dit que c'est des peuples dits faibles, parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir de décision parfois, la loi sur l'écocide va permettre de renforcer leur position dans les négociations entre les entreprises. Vous êtes là dans votre forêt sacrée, quelqu'un débarque un jour. Pendant des millénaires, vous avez eu, parce que les forêts sacrées, ça peut être, c'est notre bibliothèque, c'est notre laboratoire, c'est notre garde-manger, c'est tout, c'est notre vie. Et quelqu'un débarque un jour pour dire, il y a un projet d'hôtel pour cette zone qu'on veut mettre dans la forêt. Parfois, quand l'argent passe, la raison trépasse. Et les gouvernants, d'autres personnes n'hésitent pas, sous la force de l'argent, sous la force de l'influence négative, céder ces portions de vie conservées pendant des siècles à des individus qui ne sont là seulement pour leur propre intérêt. Nous, aujourd'hui, et ceux qui vont venir, ils s'en foutent. Ils ne pensent pas à la génération à venir. Donc, je pense que cette loi encouragerait les participants des autochtones dans le processus décisionnel concernant l'utilisation de leurs terres, parce que c'est ça aussi notre engagement aujourd'hui. Et nous sommes face
à des défis. Et c'est ensemble, qu'on soit autochtone ou non, parce que l'air que je respire au Nigeria, je ne l'amène pas du Bénin. L'air que je respire aux États-Unis, je viens prendre l'air des États-Unis. C'est la seule chose que je n'achète pas. Comme on achète déjà de l'eau, si on doit continuer à acheter de l'air ou bien on achète déjà l'électricité, mais personne ne fait l'électricité du soleil. Donc, quand on aurait tout détruit, c'est comme si les humains seront esclaves d'eux-mêmes. Et là, nous sommes dans une extension parce que si on ne rend pas opérationnelle cette loi, par le passé, il y a eu des inspections. Mais aujourd'hui, quand nous allons continuer tête baissée à détruire les non-humains et en nous détruisant, parce que nous faisons partie de cet écosystème, de cette biodiversité, il arrivera un moment où les humains vont partir. Et ce n'est pas de l'utopie. Au fur et à mesure que nous poussons à bout la nature finira par réagir. Vous voyez déjà l'effet des changements climatiques dans plusieurs pays, mais il faut que nous arrivons à dire, il faut qu'on arrête que l'écocide soit aussi puni comme les génocides. Parce qu'au fait, les génocides sont juste une petite partie de la destruction qui s'opère. Des animaux qui disparaissent, des plantes qui disparaissent finiront par faire parce que une forêt qui raconte des histoires, un écosystème qui raconte des histoires d'un peuple autochtone, quand la forêt, l'écosystème disparaît, on n'a plus d'histoire, on n'a plus de connaissances. C'est des milliers, des milliers, des milliers d'années de perte de biodiversité, de connaissances ancestrales. Donc voilà ce que je voulais apporter, dire aujourd'hui. Il est crucial de sensibiliser les communautés pour que le droit à la vie des autres soit une préoccupation à travers les lois sur l'écocide. Aussi qu'il y ait des programmes d'éducation pour nos enfants, parce qu'aujourd'hui, le crime que nous, on a commencé par le passé, on est en train de les inculquer à nos enfants à travers certaines pratiques où on pense qu'il faut diaboliser certains peuples pour détruire leurs ressources naturelles juste avec des petites pièces afin que qu'on puisse continuer à les dominer et quand ils sont en position de faiblesse, les enfants prennent la relève de faiblesse, c'est de les éduquer à conserver la vie et transmettre la vie telle que nous avons reçue. Et finalement aussi, il faut une collaboration à l'international pour que les criminalités environnementales transcendent les frontières nationales pour que nous puissions rester dans une coopération internationale. Donc, l'essentiel, c'est de combattre parce que les baleines à bord quittent l'Antarctique pour venir à Cotonou. L'air n'a pas de passeport, les colons n'ont pas de passeport ni de visa. Ça veut dire que qui protège dans son pays doit penser aussi qu'est-ce qui se passe dans l'autre pays, que nous puissions rester dans la dimension de complémentarité pour que cette loi soit une réalité partout sur la Terre parce que c'est notre gage pour la survie de demain. En définitive, je crois que l'écocide est l'avenir prometteuse pour lutter contre la criminalité environnementale et protéger les peuples autochtones partout. Et surtout, moi je pense à mon pays, le Bénin, parce que combien de peuples ne sont pas en train de migrer pour aller dans d'autres régions parce que l'écosystème qu'ils protégeaient, tout a été détruit. Et ça pouvait renforcer le mécanisme juridique de protection de l'environnement. Cette loi pourrait contribuer, et je crois, à préserver les écosystèmes et le mode de vie traditionnel des peuples autochtones ou non. Parfois, la réussite de cette initiative dépendra de la collaboration entre même les autorités locales, les gouvernants et tous les peuples de la terre. Voilà ce que je voulais apporter. Je suis Ataoui Apollinaire Oussoulio. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Apollinaire. Merci beaucoup pour ces réflexions. En tant qu'être humain, on ne peut pas mener à bout les limites. Il faudrait vraiment s'écarter de ces approches anthropocentriques et, comme vous dites, placer des approches écocentriques vraiment comme les approches prioritaires pour préserver l'environnement et préserver aussi les peuples autochtones. Merci, merci beaucoup.
Je pense que nous sommes arrivés à la fin, non pas du webinaire, mais des interventions. Et nous devons maintenant passer aux questions et réponses. Il y a certaines questions. Any questions you have, any clarifications you seek, but also any input you have into this conversation. Si vous avez des questions ou des remarques. Are there any questions in the chat? Y a-t-il des questions sur le chat? James, I did come across a couple of questions, but En George fait, seems to have, j'ai vu done a quelques amazing job questions. at Georges a responding. fait un très très bon travail pour y répondre. Question maybe that wasn't addressed. It came from Jan. Une question Glasielski, de if I'm pronouncing it Jeanne correctly, had more Glesielski. to do with Judge Heikel's synopsis of this C'était par rapport au résumé fourni par le juge Heikel et par rapport au statut de Rome et au fait de créer peut-être une section vraiment à la loi sur l'écocide. Il y avait également une question sur l'exploration et l'exposition pour savoir si ces données pourraient être utilisées comme plaidoyer donc, pour l'écocide. Lucien, je ne sais pas si vous avez des données pour soutenir ces arguments. Oui, ces données sont disponibles essentiellement. Il s'agit d'une recherche que j'ai faite au travers des différentes plateformes. La plupart de ces données d'information, eh bien, on pourra les partager si cela vous intéresse. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à David Barissa des institutions africaines sur les droits humains de poser sa question. David? Nous avons perdu David, alors nous allons continuer à regarder le chat. Je ne sais pas si le juge Heikel peut répondre à cette question. Oui, en fait, le juge devait nous quitter. Non, en fait, je suis de retour. Oui, c'est bien clair. Oui, j'ai tenté de configurer l'audio. Merci, juge Heikel. Enfin, c'était une discussion très intéressante. Merci beaucoup à tous les membres du panel. Merci beaucoup pour cette question tellement pertinente. Alors, par rapport à l'approche légale, pour incorporer l'écocide en tant que 5e crime contre l'humanité, que nous allions vers l'amendement du statut de Rome et rendre le crime comme le 5e crime de l'humanité, ou alors que nous choisissions pour l'adoption d'un autre traité ou convention sur le droit international, quoi que ce soit, cela veut dire que, enfin, nous devrons opter pour l'amendement ou l'adoption d'un autre traité. Et tout ceci va poser un défi au niveau normatif, réglementaire et politique. Si l'on choisit le chemin de l'amendement, eh bien, il y aurait des amendements qui sont requis dans le statut de Rome pour être modifiés et pour arriver à l'Assemblée, à la majorité requise. Il devrait y avoir une addition d'un paragraphe en préambule au statut de Rome et
Il faudrait donc ajouter un paragraphe pour exprimer le souci pour l'environnement qui est menacé gravement par la destruction et par des dommages. Donc, ceci devrait être déjà donc établi sur le préambule pour mettre en place le principe de la protection de l'environnement. Il faudrait également ajouter quelque chose à l'article 5. Article 5 pour souligner que, vu le statut de Rome, l'article 5 définit les crimes contre l'humanité. Alors, il faudrait ajouter à l'article 5 que le crime d'écocide donc fait partie donc de ces crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre et donc aussi l'écocide. Le génocide également. Et il faudrait également un ajout à l'article 8 pour considérer l'écocide comme un acte arbitraire et illicite qui est connu en connaissance, c'est-à-dire l'intention là est très importante, en connaissance du fait qu'il y a des dommages substantiels et des menaces graves et étendues sur le long terme par rapport à ces actes sur l'environnement. Et malgré tout cela, il y aurait encore un défi légal qui a été signalé par l'un des intervenants. C'est celui du droit pénal international qui dit que la responsabilité, c'est pour les individus et non pas pour les entités légales comme les corporations ou les États. Donc là, le défi, ce serait comment gérer cette situation et comment rendre les corporations, les entreprises essentiellement responsables pour la destruction de l'environnement. Et ceci est un défi, c'est vraiment quelque chose de très délicat au niveau de la reconnaissance et au niveau des responsabilités telles qu'elles sont définies aujourd'hui sur le statut de Rome, parce que ceci porte également sur la forme de réparer les dommages et le type de réparation. Et ensuite, on peut être inspiré au niveau africain par une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur, d'après laquelle il y a une responsabilité pénale reconnue pour les corporations par rapport à certaines offenses, à certains crimes. Donc voilà, ce serait notre approche pour s'il s'agissait d'amender le statut de Rome. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup, juge Heikel. Je vois qu'il y a une autre question sur le chat. C'est par rapport à ce que l'on peut faire au-delà de la sphère légale, c'est-à-dire non pas les avocats, mais comment faire pour cette situation. Jojo, oui, merci. Je pense que ce que nous avons vu au fil des années, c'est que voilà, c'est des hommes politiques, des législateurs, mais il n'y a aucun décideur politique qui souhaite être la première personne. C'est-à-dire, les élus veulent se sentir en sécurité par rapport à ces conversations. C'est-à-dire, plus la conversation sur l'écocide prend de l'ampleur dans d'autres partie de la société, plus ceci sera important au niveau politique. Alors on dirait que si vous interagissez avec les élus, eh bien on peut faire allusion à cette conversation, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura d'autres espaces dans lesquels il y aura une interaction avec le public, des rapports, des événements qui vont amener la loi sur l'écocide à ces conversations, et ceci sera important. Et aussi dans nos propres familles, dans nos propres réseaux. C'est vraiment
il va falloir amener ce sujet à différents secteurs. Et tout ceci sera très utile. Et il y a beaucoup de pays qui devront le faire. Et un point final, en fait, par rapport la raison pour laquelle on s'adresse surtout à la Cour pénale internationale et au statut de Rome, c'est parce que c'est déjà un traité existant. Le statut est déjà là-bas et il y a déjà un protocole pour l'amendement qui a été utilisé avec succès. Alors nous croyons que ceci est une voie très directe et appropriée, indépendamment d'autres voies que l'on pourrait choisir. Merci beaucoup Jojo, merci beaucoup chers intervenants et participants. Maintenant, je vais clore la réunion. Et je pense que nous avons eu une discussion très importante et sur le besoin de mettre la loi sur l'écocide dans le système, dans le cadre juridique africain. Alors, à ce niveau, donc, il y a eu la discussion sur la Cour africaine des droits humains. Le juge Heikel a également parlé de comment introduire ceci dans le cadre africain. Et il y a également donc l'introduction de l'écocide dans la perspective africaine et aussi on a parlé de la loi internationale. Il y a eu la discussion par rapport à la sentence créative, les réparations une fois la prise de responsabilité. Jojo Meta nous a également fourni une exposition sur donc le cadre juridique. Et voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre participation. Je remercie également les intervenants, juge Heikel, ainsi que tous les intervenants. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez fourni. Merci beaucoup pour toutes les informations qui ont été échangées. Merci beaucoup à Apollinaire également. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Lucien également. Et Noma Sango. Merci beaucoup d'avoir modéré la séance. Ainsi que Nimo Bassi du Nigeria. Merci beaucoup. Et à chaque fois que je me rends à une réunion en Afrique, on me dit « Oui, Nimobas fait partie du mouvement ». Donc voilà, et tout le monde hoche de la tête. Merci beaucoup. Jojo Meta, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir initié ce mouvement. Et merci d'avoir participé à différentes réunions. Merci beaucoup. Tout le monde dit que notre fondatrice est très passionnée par ce sujet. Merci aux organisateurs, l'équipe technique et tout le monde qui a aidé à rendre cette réunion possible. Alors voilà, j'espère qu'il y aura bientôt une autre discussion sur comment utiliser le système légal africain pour faire du plaidoyer pour la loi sur l'écocide. Merci beaucoup.